Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Oh, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Grand Lac. Bienvenue dans votre émission économique bimensuelle, pas hebdomadaire. Le grand bain de l'écho. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami et entrepreneur Éric Blampet. Bonsoir Éric. Bonsoir à tous. Éric, qui est aujourd'hui le dirigeant de la société Beauvais Environnement, pour simplifier, et il vous en dira plus tout à l'heure. C'est une société de bûcherons, abattage, élagage. Donc on est dans l'exploitation forestière pour changer un petit peu. On a beaucoup parlé de tourisme, de services, de restauration, d'industrie. Nous voilà, si j'ose dire, dans un environnement un petit peu différent, et qui de mieux que la société Beauvais Environnement pour nous parler d'environnement à travers l'économie. Juste un petit mot, parce que en entrant tout à l'heure dans le studio, j'ai eu la surprise de voir Chantal Latsou, qui nous a fait l'honneur de venir passer 1 heure sur Radio Grand Lac. Elle est de passage à Aix-les-Bains, et c'est un grand honneur de l'avoir reçue, et je suis très heureux d'avoir croisé de même, et la barre est très haute là maintenant. La barre est très haute. Alors je sais pas si on va intéresser autant les auditrices et les auditeurs de Radio Grand Lac, mais en tout cas, on va s'y efforcer. Alors, vous savez tous, j'aime bien, dans le cadre de cette émission, tracer un parcours de vie, et le parcours d'Éric, il est jonché, si j'ose dire, d'épisodes, d'événements très éclectiques. C'est un parcours que tu qualifies d'ailleurs d'atypique. On va consacrer la première partie de l'émission à la fois tes premières amours, mais aussi, et avant de commencer, par ce que tu étais tout petit. Tu es le fils, ou plus exactement l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Toi-même, Éric, Loïc. Et Michael, avec lequel aujourd'hui tu diriges la société Beauvais Environnement. Je peux dire ton âge, tu as 57 ans. 57 ans, et quand tu m'as adressé ton petit synopsis, tu m'as dit que tu étais né quelques jours avant les barricades. Je crois que c'est 3 jours, parce que le 29 avril, c'était début mai. C'est ça, voilà. Oui, mai 68. Et tu m'as indiqué que ton côté rebelle venait probablement de là. Peut-être tes parents y ont-ils songé quand ils t'ont conçu, et au moment de te mettre bas. Mon cher Éric, tu as eu un parcours scolaire un petit peu chaotique, on peut dire. Médiocre au début. Médiocre. Mais on s'est amélioré tout doucement. D'accord. Tu es un enfant du bassin chambéro-aixois. Chambérien. Tu fais tes études à la Motte-Servolex, en tout cas tu les commences au lycée agricole, où tu obtiens un bac ric-rac, si j'ose dire. Juste avec la moyenne de 10,03 je crois. C'est ce qui m'a sauvé, mais bon, c'était prédestiné, et puis voilà. Et j'ai enchaîné ensuite, parce que j'avais pas envie d'arrêter là. Et j'ai fait un BTS technico-commercial, voilà, sur Limonest. Dans la région lyonnaise. Dans la région lyonnaise, vers Dardilly. Et là, j'ai rencontré un prof, une révélation. C'est celui qui va me booster un petit peu, Monsieur Patrick Laurent, qui était un ancien dirigeant et qui voulait faire dans la pédagogie, et qui lançait sa première promotion. Et je faisais partie donc de la première couvée. D'accord. Voilà. Et là, j'allais dire bouleversement notable. Tu passes de 0, dernier de la classe, peut-être pas. Ouais, l'avant-dernière place. Mais là, tu deviens major de la promotion de ton BTS technico-commercial, et on peut dire que tu as trouvé tes marques. Là, c'est bon. C'était tout lancé, et je me suis découvert. C'est vrai, c'est en BTS que tout s'est ouvert. La voie était bonne. Et j'ai pas voulu encore m'arrêter là, puisque Monsieur Laurent était aussi pédagogue dans une école de commerce sur Lyon. Et je me suis dit, tant qu'on y est, les parents étaient là et ils m'ont suivi.
Et je suis reparti donc en école de commerce. Et donc tu entres dans une école de management à Lyon qui s'appelle l'IFAG, qui se déroule en 3 ans. Tu obtiens ton diplôme. Tu environnes dans la région lyonnaise et une fois de plus, tu fais une rencontre qui va un petit peu déterminer ton avenir professionnel. Cette rencontre, c'est celle qui te permet de croiser la route de Fabrice Leroy, qui est un expert comptable et qui va te confier, peut-être en te demandant de faire tes preuves d'abord, mais qui c'était vraiment tout atypique. Tout atypique. C'est-à-dire que la 3e année de l'IFAG, on devait la faire en entreprise. On venait de travailler à l'école que le week-end, le samedi et le dimanche, et le reste, on devait travailler en entreprise. Le souci, c'est que j'avais 24 ans à l'époque. Ouais. J'avais l'armée encore à faire. Ouais, tu étais conscrit, voilà. D'accord. J'étais conscrit. Le VSN, le volontaire service national, ne marchait pas. Et il y a que lui qui m'a permis de partir, qui m'a fait confiance. Mon entretien, ça a été 3 coups de téléphone de 3 heures, 1 heure chacun. Au bout d'1 heure, il m'avait embauché, alors qu'on se connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et voilà. Et je suis parti sur Sancerre, m'occuper d'une société de capital risque. World Aventure, pardon. Non, CPA, commandé par action, World Venture. CPA World Venture, pardon, voilà. Pas World Aventure, non, c'est pas un parc d'attractions. C'est une société qui est une société de capital risque et qui est même la première immatriculée en France avant celle, me dis-tu, dans ton synopsis, de Jean-Michel Aulas. Tout à fait. Futur candidat déclaré à la municipalité de Lyon. À 24 ans, tu gères donc un portefeuille d'une dizaine de sociétés. Tu vas de golf en bateau-mouche. Tu te déplaces avec, quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, oui. Avec un Minitel. Bah oui, hein, pour suivre les comptes. On est avec ça à l'époque. On est dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Donc évidemment, hein, les outils sont pas de même nature qu'aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont connu, et j'en fais partie, le Minitel, bah ça pèse lourd. Tu te promènes donc avec cet outil pour suivre les comptes. Un gros ordinateur portable IBM avec disquette 5.4. Te voilà. Écran monochrome. Écran monochrome. Et te voilà alourdi d'une pierre de 20 kilos qui te permet néanmoins de faire tes armes dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, je dirais de l'accompagnement, hein, du dirigeant d'entreprise. Parce que j'étais chargé de mission, il y avait 4 associés. Il y avait 4 associés dans cette société. Et j'étais en fait le secrétaire général. C'était un titre très pompeux, mais c'était ce qu'ils m'avaient donné. Et je participais avec eux à leurs décisions. Je recevais les dossiers. Je gérais surtout le golf parce que c'était un gros bébé. Il était juste fini, mais il n'était pas payé. Donc c'était à moi de me débrouiller pour trouver les financements. Et ça a été une aventure, mais exceptionnelle. J'ai participé il y a eu la vente aussi du golf, qui a échoué avec des Japonais. Mais une aventure magnifique. Voilà. 4 ans passés là-haut, une région aussi très bonne, avec du bon vin, de la bonne chair. Voilà. C'était exceptionnel et ça a été ma première expérience professionnelle. J'ai fait mon armée en même temps là-bas. C'est l'année la plus belle, on va dire, puisque j'avais mon employeur continuait à me payer. J'étais non imposable et je continuais à toucher mon salaire. Voilà. Une autre époque, en somme. Une autre époque, c'était il y a longtemps. Ce sont tes années, tes belles années, l'année de tes 20, 30 ans, si j'ose dire. C'était la jeunesse. L'ado a été compliqué, mais là, c'était la belle vie. Voilà. Mais tu t'es éloigné de ta région d'origine. J'ajoute d'ailleurs, et c'est important, que y a une entreprise familiale qui est une importante entreprise du bassin chambérien, qui est la société Blampère, hein, qui a d'ailleurs conservé ce nom, qui n'est plus sous le contrôle familial depuis bien longtemps, mais qui est une entreprise très renommée du bassin chambérien, qui intervient dans plombier, chauffagiste, le génie climatique pour être tout à fait précis. Voilà. Et j'espère que mon père est pas à la radio parce que il n'écoute pas la radio, sinon je vais avoir des soucis. Mais bon.
Je crois qu'il y a quelques personnes qui risquent de t'écouter parce que j'ai eu des SMS ou des messages WhatsApp pour me demander à quelle heure et sur quel canal se tiendrait l'émission, ce qui me permet d'ailleurs de rappeler que Radio Grand Lac peut être écouté sur la banane Genève, Grenoble, Lyon grâce à notre connexion au DAB+, la radio numérique. Tu réintègres, si j'ose dire, la Savoie. Tu réintègres la Savoie, Chambéry. C'est l'occasion pour toi de poursuivre ton aventure dans le domaine du chiffre, puisque tu te rapproches à nouveau, alors là pour le coup d'un important cabinet d'expertise comptable local qui s'appelle la Sovec. Qui s'appelle à l'époque la Sovec, qui aujourd'hui a été intégré à un grand compte national et même multinational qui s'appelle BDO. BDO qui est un des principaux grands comptes de l'expertise comptable, on va dire du chiffre. Et à l'époque, donc, tu es employé dans ce cabinet qui n'est pas aussi grand qu'aujourd'hui, et tu travailles à Tresserve, à quelques encablures d'Aix-les-Bains. Tu es nommé chef de mission assez rapidement. Tu vas travailler d'ailleurs une quinzaine d'années au sein de la Sovec. Tu prends la responsabilité d'un groupe et c'est une sacrée tranche de vie professionnelle qui t'attend et que tu vas traverser avec beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition et la perspective en dernier lieu d'ailleurs de t'associer, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Tu ne franchiras pas ce pas parce que ta vie professionnelle basculera sur d'autres cieux. Voilà. C'est ça. Mais ça a été une tranche de vie, ça a été un partage avec les clients. J'étais un comptable aussi atypique. Alors raconte-nous un peu, parce que tu n'es pas expert comptable. Ah non, pas du tout, j'ai pas le diplôme. Je suis même... la comptabilité était en école de commerce, c'était peut-être la matière la plus exécrable. Je l'aimais pas du tout et je comprenais pas parce qu'on nous forçait à apprendre. C'était du burinage de crâne et compagnie. Et quand je suis arrivé à Sancerre, quand j'ai rencontré Fabrice Leroy, il m'a expliqué, alors c'est bête à dire, mais en une heure, ça a été une révélation. Mais une véritable révélation. Il a expliqué, et tout s'est éclairé. Et après, j'ai pris goût. Je me suis passionné par ça. Par la compta, la fiscalité, la gestion. J'étais plus dans la gestion à la base. Et avec la Sovec, j'ai eu tous ces outils à ma disposition. Et j'ai surtout eu une clientèle, mais de tous bords, que j'ai accompagné. Parce que comme j'étais atypique, on va dire que je mouillais mon maillot. Tu mouillais le maillot. Voilà. J'avais autant de stress quand ils allaient pas alors que j'étais pas impliqué dans leur affaire. Mais parce que il faut quand même rappeler une chose, c'est que le comptable, on va dire, au sens générique du terme, ce qui veut pas dire grand chose d'ailleurs, c'est l'interlocuteur au quotidien du dirigeant d'entreprise. C'est celui à qui on se confie, évidemment, quand on a des secrets ou des informations à partager. Lorsqu'on a même un souci avec son salarié. Même familial, effectivement. Lorsqu'on a un souci avec un salarié, ce qui ne relève pas, je dirais, du cœur de métier du comptable. Enfin, c'est le confident du client. Tout à fait. Et lorsque je dis tout à l'heure que tu accompagnes le dirigeant d'entreprise, c'est pas un vain mot, ça veut dire qu'effectivement, tu es l'interlocuteur quotidien de tes clients que tu accompagnes comme si c'était un petit peu des membres de ta famille. Et d'ailleurs, tu consacres beaucoup de temps à ton activité professionnelle au point non pas de délaisser ta famille, marié, père d'une grande fille désormais, mais qui t'amène quand même à consacrer pas mal de temps à ton activité. Alors, même à l'époque, quand j'étais à la Sovec, c'était le même régime. Je passais plus de temps au boulot qu'à la maison. Ça, c'est une certitude. Mais bon, je prenais ça comme un engagement. C'était comme un devoir, un moral. Et voilà. Mais je garde des contacts alors que je suis parti de là-bas. Ça va faire plus de 15 ans. J'ai encore d'énormes contacts et de très bons contacts avec des anciens clients qui continuent à m'appeler pour me demander des conseils. Voilà, parce que j'apportais les choses peut-être différemment. C'était plus simple.
mon approche était peut-être plus simple et moins. C'était une approche un petit peu didactique, pédagogique, Voilà. Les mots vis-à-vis étaient des simples. clients. Voilà. Je sais pas si tu as présenté des bilans à proprement parler. C'est plutôt le rôle de l'expert comptable en règle générale. Enfin, je pense que ça faisait partie de la palette de tes qualités et de tes prestations. Mais je dirais que c'était de manière générale du plus petit dénominateur commun, de la plus petite difficulté jusqu'à la résolution des plus grands problèmes économiques et financiers que tu as été amené donc à consacrer ces 15 années, ces 15 belles années au service de la Sovec. Et puis alors, je présente une opportunité qui ne se concrétise pas en vue de ton association. Tu y as réfléchi, j'imagine, pendant quelques temps. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et en plus, à un moment, il y a eu un déclic puisque mon frère Michael, alors il y a eu un chamboulement au niveau familial puisqu'on a perdu notre frère Loïc. Et Michael, lui, qui était aussi dans le monde du travail, se cherchait parce qu'il sort d'une école d'ingénieur à Lullier en Suisse. D'accord. Et il avait fait le tour un petit peu de toutes les entreprises de paysage de la région. Et il se cherchait. Et moi aussi, je me cherchais. Et sur ces entrefaites, j'ai un client qui désire partir à la retraite. Alors ne spoil pas trop vite, Eric. Ne spoil pas trop vite, s'il te plaît. On va voir effectivement que tu cherches une cible, entre guillemets, à racheter dans le portefeuille de clientèle que tu gères alors. Tu nous as dit que ton frère commençait à chercher dans le domaine du paysage. Alors pourquoi le paysage ? Parce qu'il est diplômé, son titre c'est ingénieur de l'environnement et c'est très axé sur le paysage et puis lui aussi était passionné par la nature et puis voilà. Dès sa plus tendre enfance. Oui. Et toi, on va le rappeler, pour ceux qui nous prennent en cours de route dans l'émission, tu es également un passionné de la nature, et puis tu as obtenu tes premiers galons, tes premiers diplômes, ton bac agricole. Agricole, oui, c'est vrai. Agricole, à la mode Cervelex. Donc c'est pour toi une sorte de retour aux sources, et se présente donc cette opportunité de racheter la société Beauvais Environnement, du nom. Beauvais, à l'époque qui s'appelait juste Beauvais. Beauvais tout court, donc du nom de son créateur. On est en quelle année ? On est en 2011. On est en 2011 et en bon comptable, je suis parti à la fin de la période fiscale. J'ai fait toute ma période fiscale et j'ai commencé le 1er avril 2011. Mais j'ai validé tous mes bilans. Très bien. Donc, tu rentres en contact avec ce client que tu connais très bien et tu proposes de racheter son entreprise avec ton frère dans le cadre d'une gestion partagée. On y viendra tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez chacun un rôle bien précis en termes de... très complémentaire. Voilà, extrêmement complémentaire en termes de clients. Vous avez des particuliers, des entreprises, beaucoup de collectivités publiques. Oui, également. Et raconte-nous en quelques mots, si j'ose dire, la séquence de ce rachat qui se passe pas dans des conditions extrêmement simples. Ouais, ça a été un petit peu compliqué. Alors le rachat, ça s'est fait assez rapidement. Ça a été la décision, elle s'est prise plus ou moins en décembre. Enfin, j'ai commencé à monter le dossier avec les banques. Et comment c'était Oseo Anvar à l'époque pour les cautions. Ouais. C'était fin décembre et on a enchaîné et on a signé, donc c'était au 31 mars. Voilà. Pour reprendre l'entreprise, donc on a racheté 100% de la société Beauvais avec un accompagnement qui devait se faire pendant une période de 6 mois parce qu'on arrivait, on connaissait pas trop. Moi, je connaissais les chiffres, mon frère connaissait tout ce qui était la conception paysagère et tout ça, mais sinon on n'était pas du tout. Je regardais moi vraiment en tant que comptable les chiffres. Voilà, je m'étais focalisé là-dessus. Et il y a quand même un gap, si j'ose dire, entre les deux activités, parce que, alors, sans, j'allais dire connotation péjorative aucune, tu vas passer un petit peu du monde de la spéculation, si j'ose dire, oui. Au monde de la production. On verra tout à l'heure dans le détail ce que ton activité produit, justement, l'activité
évidemment de tes collaborateurs, de ta petite quinzaine de collaborateurs, 12 je crois, 12 salariés aujourd'hui. Une douzaine. Mais raconte-moi dans le cadre de ce processus d'acquisition, le rendez-vous que tu as avec ton frère, je crois, à la BPI. À la BPI, oui, c'était... alors c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était formalisme et tout ça, mais la BPI, ils nous demandaient ce qu'on voulait en faire de cette société. Et j'avais une vague idée, mais... On rappelle simplement, pour les non-initiés, pardonnez-moi, Banque publique d'investissement, c'est un financeur qui ne prête pas ses deniers de manière désordonnée. Non, alors il prêtait pas, il se portait caution. Il se portait caution, pardon. Juste caution. Tout à fait. Donc c'est le Crédit Mutuel qui nous avait suivis, mais avec la caution, puisqu'à l'époque il n'y avait pas grand-chose, de la BPI. Et donc il faut donner des garanties quand même. Et les garanties, c'était l'État qui les a données. Voilà. C'est la BPI, à 50%. Voilà. Après, c'était 50% avec mon frère. Enfin, on avait 25 et 25. Donc, tu as réussi à vendre le projet, malgré les doutes de la BPI, qui savait pas très bien ce que tu voulais faire de cette entreprise. Dis-nous-en un peu plus. Je sais pas, il m'avait posé une question en disant comment voyez-vous la société dans 10 ans? Et je leur avais dit, moi, mon objectif, c'est doubler le chiffre d'affaires et doubler aussi la voilure avec les salariés. C'est pas tout à fait ce qui va se produire. Non. 15 ans après, on a doublé, certes, le chiffre d'affaires, mais on a même régressé puisqu'on n'est que 12. Au début, ils étaient une quinzaine, entre 15 et 18 personnes, et on est une quinzaine. C'est-à-dire qu'on a fait un choix avec Michael. On va y venir, parce que c'est un point qui est effectivement intéressant. Alors, il ne s'agit pas de faire des coupes sombres dans les effectifs de l'entreprise. Il n'y aura d'ailleurs aucun licenciement, quelques départs à la retraite, parce qu'effectivement, dans ce secteur d'activité, des départs à la retraite et puis des... non, pas de départs en retraite, mais des démissions, oui, et des départs volontaires. Des départs volontaires. Voilà. Parce qu'il y avait un changement de direction, D'accord. C'était différent, les gens s'y sentaient pas bien. On a peut-être amené une autre... dynamique. Un autre mode de management aussi. Voilà, qui plaisait peut-être pas forcément. Bon, et puis, on évoquera tout à l'heure, c'est un monde et un travail extrêmement difficile, puisque on est dans la production l'exploitation forestière, et on imagine que ça sollicite un petit peu plus, si j'ose dire, les différents organes du corps qu'un travail purement sédentaire. Voilà, tout à fait. Mais ce sont pas des géants, mais les bûcherons, ils sont tout à fait normaux. C'est pas comme on voit aux émissions canadiennes et compagnie où on voit des monstres. On a bien compris. Eux, ils sont tout à fait normaux. Ils sont tout à fait normaux. Voilà. Et d'ailleurs, ils utilisent des engins. Et alors, ça permet de faire la transition avec notre propos précédent. Tu avais évoqué auprès de la BPI la perspective de doubler le chiffre d'affaires et de doubler les effectifs. Tu vas doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise. En revanche, tu vas pas doubler les effectifs, mais par contre, tu vas faire un constat prégnant au moment de ton arrivée. Le parc, on va dire le parc d'engins de manière générale, le parc matériel que tu rachètes est vétuste, plus que vétuste. Obsolète. Oui. Ouais. Si je m'étais rendu compte dès le départ, j'aurais pas fait comme ça. Mais on apprend de ses erreurs. Et donc, il a fallu prendre vite des décisions. Et au bout de 6 mois, il a fallu qu'on réinvestisse. Parce que, en réalité, et pour que nos auditrices et nos auditeurs le comprennent bien, tu rachètes un fonds de commerce, et ce fonds de commerce, sa valeur, entre guillemets, principale, en tout cas, une partie importante de l'acquisition, du prix d'acquisition, réside dans le parc matériel, engins, outils, et probablement fais-tu une analyse qui n'est pas conforme à la réalité en amont du rachat sur la qualité d'un matériel qui est en réalité obsolète. Tout à fait. En voie d'obsolescence. Tout à fait, parce que on regarde la valeur, du passif, du matériel que l'on veut revaloriser. On tient compte aussi du passif social, alors que là, il faudrait mettre un actif social, parce qu'il faudrait qu'on arrive à valoriser les salariés. Et ça, c'est une partie qu'on n'a pas, que personne regarde en détail. Et c'était ça notre cœur la richesse de l'entreprise, c'était l'équipe. Cette équipe. Et sur cette douzaine,
j'ai un noyau dur d'anciens. J'en ai un qui va fêter ses 37 ans d'ancienneté, je crois bien. Voilà. En fait, j'ai une médaille d'or cette année. Enfin, la société a 35 ans. C'est les 35 ans de l'entreprise. Elle a été créée il y a 35 ans. Il y a une médaille d'or cette année, une vermeille et une argent. Du travail, hein. Du travail. Voilà. C'est 20, 25, 30 ans. C'est d'ancienneté dans la même entreprise. Donc c'est pas mal. C'est pour dire que malgré le changement d'employeur entre guillemets, ils sont restés. Voilà. Et je leur en remercie énormément. Voilà, c'est eux qui font avancer et qui forment les petits jeunes et qui font la passation. Voilà. Et qui transmettent le savoir. Tout à fait. Le savoir-faire. Voilà. Le savoir-vivre, le savoir-être dans un domaine d'activité que nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer dans le Grand Bain de l'Écho. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité te recevoir ce soir. On va faire une petite pause dans quelques instants. On va avoir une petite respiration musicale. Je voudrais simplement, si tu le veux bien, nous dire quels sont les chiffres clés de l'entreprise. On a parlé tout à l'heure, du chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous donner on est une entreprise, un ordre de valeur? Alors, on est une entreprise de prestation de services, d'accord. Donc, on flirte entre les 2 millions et le 1,8 million. D'accord. Voilà. Cette année, on va arriver aux 2. Voilà. Ouais. On a, nous, pas beaucoup de matières premières qu'on achète. D'accord. Nos plus gros postes, on va dire, soyons clairs, c'est la masse salariale, les investissements, enfin les leasing pour le matériel, et ensuite, l'énergie. Voilà, parce qu'on est des gros consommateurs. On va y venir après la respiration musicale, parce qu'effectivement, on va entrer de plein pied, si j'ose dire, dans la prise de connaissance de cette belle activité, et on se retrouve donc dans quelques instants. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le Grand Bain de l'Écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Et on est de retour dans le Grand Bain de l'Écho sur Radio Grand Lac 92.1 et en DAB+. Eric, Beauvais Environnement, c'est pas un champ de roses. Quand tu reprends l'activité, malheureusement, d'abord ton matériel est obsolète et donc tu dois réinvestir. Alors, parle-nous du matériel dans lequel tu réinvestis. Alors nous, quel est l'outil de travail? Alors nous, on a des tondeuses à forêt. Voilà, les gens quand ils nous voient arriver, ils nous aiment pas trop. Des tondeuses à forêt. Alors nous, on connaît les tondeuses à gazon, ouais. Hein. Mais nous, on a les tondeuses à forêt. Alors, c'est les petits frères de ma fille. Voilà, elle en a 4. D'accord. Voilà. Elle a 4 petits frères. Voilà, c'est des grosses machines, c'est des gros tracteurs avec des broyeurs forestiers devant qui tournent très vite et qui sont capables de manger des arbres jusqu'à, on va dire 25-30 cm et les réduire en poussière, enfin, on va dire en broyat. Voilà. Et on fait place nette, c'est-à-dire qu'on arrive à faire disparaître des friches. Enfin, quand on intervient sur une friche, après notre passage, on va dire que c'est un gazon. D'accord. Il reste plus qu'à semer et on a un gazon. D'accord. Donc tu as un parc de machines dont on a vu tout à l'heure que tu n'en fais pas l'acquisition. En réalité, tu en es le crédit locataire. J'en suis le locataire. Tu en es le locataire. C'est un matériel qui est vendu par le distributeur à la société de financement. Qui te loue ce matériel. Bon, c'est du classique, hein, si j'ose dire. C'est du classique, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est une entreprise en plus qui est régionale, qui se situe à Vorep. Le fabricant est à Vorep. D'accord. Donc, s'il y a une proximité, en cas de panne, on peut intervenir rapidement. Voilà, c'est un petit plus. Mais ça coûte aussi très cher. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée du prix unitaire d'une tondeuse à arbres? Alors, la première qu'on a achetée, c'est simple. Au début, on raisonnait, enfin, les gens raisonnaient en disant, ça fait 230 chevaux, ça fait 230 000 euros. Maintenant, c'est totalement différent parce que ils ont bien sûr évolué, parce qu'on a voulu aussi faire évoluer le matériel. Et le fabricant a bien voulu suivre notre démarche. Mais maintenant, un tracteur les 2 derniers qu'on a achetés, ils sont aux alentours de 380 000 euros. Ah oui.
Voilà, ça change un petit peu la donne. Ah oui, donc c'est pas tout à fait une tondeuse. Hein. Non, c'est une grosse tondeuse. C'est une grosse tondeuse, d'accord. Une grosse consommatrice d'énergie. D'accord. C'est un engin dont la durée de vie est de quel ordre? Alors, normalement, on va dire que les moteurs résistent jusqu'à 8000 heures. Mais si on entretient, ce qui est le but, on arrive à faire 10 à 12 ans. Voilà. Le premier a été acheté, c'était en 2011. Donc, il est toujours d'actualité. D'accord. Il a une belle retraite, on l'économise, mais il est toujours présent et il marche très bien. Donc on imagine que ce qui sollicite ce genre d'engin, donc à très fort potentiel économique, à très forte valeur ajoutée, c'est pas le kilométrage à proprement parler, c'est comme tu le dis justement, l'usage, l'utilisation horaire. Hein. Tout à fait. Voilà, j'imagine que ça doit du coup solliciter des organes vitaux entre guillemets de cette machine-outil. Alors qu'ils sont totalement hydrauliques, ouais. Et c'est vrai qu'ils sont très bien conçus. D'accord. Et ça marche très bien, mais ça fait peur aussi. Et on fait peur, c'est ça aussi le problème. C'est peut-être quelque chose que tu voulais aborder plus loin. On en parlera parce que c'est un domaine d'activité qui est ignoré par, entre guillemets, le commun des mortels, en tout cas par les particuliers, puisque vous avez quand même une activité qui est essentiellement, j'allais dire, sollicitée. Vos maîtres d'ouvrage, ce sont des collectivités, des grands opérateurs publics ou parapublics, on y reviendra dans quelques instants. Et ça va pas d'ailleurs se passer très très bien dans un premier temps, puisque dans le portefeuille client de l'entreprise se trouve un gros client. Le plus gros client. Le plus gros client. Et malheureusement, tu vas perdre ce marché. Voilà. On arrive on garde le marché pendant 2 ans, après avoir acheté l'entreprise, et il y a de nouvelles consultations, et on est puni. Alors, on est puni pour 4 ans. Puni pour 4 ans. Alors, tu parles d'une consultation parce que c'est un marché public ? C'est un marché public, qui est interne à eux, mais c'est un appel d'offres. C'est simplement, c'est l'ordinateur, c'est les acheteurs qui prennent les décisions. Alors maintenant, c'est vrai que les appels d'offres ont énormément évolué, puisqu'il y a des mémoires techniques. Il faut vraiment donner tous les éléments. On joue sur l'environnement, sur les qualifications, sur le matériel. Les gens écrivent beaucoup de choses, mais c'est pas forcément ce qui est dans la réalité. Oui, bien sûr. Donc nous, on fait les choses dans les règles, mais on a été punis. Voilà, on a essayé. Je suis pas joueur. J'aime pas les jeux de cartes et compagnie, mais quand on rend un appel d'offres, soyons clairs, c'est comme si on était au casino. Oui, bien sûr. Et c'est poker menteur. Donc les prix, on peut toujours être écarté. Et là, on se fait écarter pendant 4 ans. Pour des raisons de... Alors, il y avait peut-être au niveau des chiffres, parce qu'on avait peut-être voulu augmenter, puis peut-être aussi parce que le client en question voulait tester, nous connaissait pas, parce qu'il connaissait l'ancien dirigeant. Il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, et puis voilà. Donc, on est du jour au lendemain. Je me souviens du coup de fil de l'acheteur qui dit non, vous avez rien. On passe de beaucoup à rien, c'est compliqué. Ça représentait combien de pourcentage du chiffre d'affaires ? Ça représentait à peu près 60-70%. 70% de ton chiffre d'affaires. Oui. Bon. Donc avec Michael, vous ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot, si j'ose dire. On n'a pas le choix. Et donc vous vous efforcez de combler ce grave manque qui impacte directement la pérennité de l'entreprise. Tout à fait. Et parce que ta vie est faite de rencontres, c'est un parcours qui est jonché de belles histoires. Tu vas faire une rencontre, mais pas ici, pas en Savoie, pas... Non, c'était un confrère. C'était un confrère que j'ai rencontré quand il y avait les ouvertures de campagne dans ces grands comptes. C'était un confrère avec qui on avait sympathisé. Il aimait la personne que j'étais. Lui, il était un petit peu... il est plus âgé que moi. C'était un vieux de la vieille qui avait tout fait sa carrière dans le même métier, qui avait la même entreprise que nous, plus grosse, d'accord. Et je ne voulais... on avait amené avec Michael nos familles dans cette histoire, et je voulais pas qu'on casse tout, et je voulais pas surtout casser, c'était mon équipe, et je voulais pas perdre que mes salariés se retrouvent sans rien. Et je suis allé le voir en lui disant, c'était un samedi, je suis allé le voir, je lui ai dit, Thierry, c'est simple, je vais peut-être pas tenir si on n'a pas de marché. Je risque de tout déposer, mais je veux que ça soit fait correctement et je veux que tu récupères tous mes gars. Et ce jour-là, je m'en souviens, il a dit, écoute, c'est simple, tu vois, mon agenda, je l'ouvre, je fais 2 colonnes en plus
une pour moi, une pour toi. Et on continue ensemble. D'accord. Et ça, il l'a fait pendant un an et demi. Voilà. Et ça donc nous a il nous ouvre en fait son carnet de commandes. Les deux entreprises travaillent ensemble. D'accord. Nos gars se connaissent, travaillaient déjà ensemble, mais là on partage vraiment. Enfin, ils nous donnent du boulot et qu'on exécute, et tout le monde est content. Alors, ce chantier, ce marché, plus exactement, tu le décroches dans le Jura. Non, alors ça c'est juste après le 1 an et demi. Pardon. Je récupère un marché mais exceptionnel. Voilà. Alors c'est ce marché qui a attiré mon attention. Hein, voilà. C'est un appel d'offres vraiment aussi encore atypique. C'était le maire qui avait une volonté, qui avait retrouvé une vieille carte postale de Moret qui se situe à la frontière, c'est à côté des Rousses. Morez. Tout à fait. Dans les Vosges. Jura. Dans le Jura. Jura, juste en dessous, Suisse et frontière suisse et France, enfin, et française. D'accord. Et il avait retrouvé une carte postale de Moret en 1900. Il y a d'énormes ponts de pierre, enfin des ouvrages d'art en pierre qui sont magnifiques, qui sont à voir. Mais Moret est devenu une forêt. C'est simple, quand c'était une vallée qui était encaissée, Moret, le centre-ville était en bas. Quand vous regardiez autour de vous, il y avait un immeuble et vous voyez qu'il faisait 3 étages. Après notre passage, il en faisait 9. Voilà, parce que on a redonné, on a passé 9 mois là-haut, toute l'équipe, tout le matériel, et on a redonné, on a fait disparaître 40 hectares de forêt pour les redonner en pâturage. 40 hectares de forêt que tu rends en prairie. Et valorisé, le bois a été valorisé. On n'a pas broyé tout ça. Ça a été valorisé en bois, en bois d'œuvre, en bois de chauffage ou en plaquettes forestières. Alors, c'est un élément important évidemment de ton activité, c'est-à-dire que le travail que tu fais, qui consiste à défaire un petit peu, dans une certaine mesure, puisque tu rends à l'état, pas de poussière, mais de bois découpé, 40 hectares, ce qui représente quand même, je pense que tout le monde peut... 80 stades de foot. 80 stades de foot, d'accord. Et donc tu nous expliques, et c'est en cela que Beauvais Environnement et que cette notion justement d'environnement a toute sa valeur, c'est que tu recycles absolument tout ce que tu abats. Tout à fait. Et c'est de ce chantier-là que le slogan est arrivé. Notre slogan, c'est la performance des hommes. Je précise, hommes avec un grand H. C'est-à-dire avec des femmes aussi ? Non, alors on n'a pas. D'accord. C'est des hommes chez nous et des machines. Donc D'accord. C'est la performance des hommes et des machines. D'accord. Voilà. Parce qu'on était capable. Moi, au début, je me croyais, j'étais complètement fou de répondre à ce marché. Je ne savais pas si on allait y arriver, mais je me suis dit, si on a l'équipe, on va y arriver, et on a mis tous les moyens. Le personnel a été, mais c'était compliqué parce que pendant 9 mois ils sont partis. C'est ça. Mais ils ont relevé un situation de grand déplacement permanent pendant plusieurs mois. Alors, chose que l'on fait aussi régulièrement maintenant. On est contraint de faire des grands déplacements. Bon, on connaît ça dans le bâtiment aussi. Oui, bien c'est sûr. pareil. Et aussitôt qu'on est à plus d'1 heure de route de l'entreprise, de toute façon, les gars restent en déplacement. C'est plus simple. Et alors, petite anecdote, pendant ces 9 mois de chantier, les anciens, ceux que tu appelles les anciens, s'installent avec leur fauteuil de camping. On a fait un sketch. Pour voir tes collaborateurs, leur ramènent de l'eau et les prennent en photo. Ouais. On a même eu, alors je louais, ils étaient à l'hôtel en demi-pension. Et à la fin, les salariés, surtout les jeunes, en avaient marre de manger au restaurant. Et ils ont trouvé une mamie qui leur a ouvert sa maison et qui les a accueillis. Elle leur demandait mais rien. Je lui disais mais négocier quand même, demander, qu'elle paye quelque chose pour le repas et tout ça. Mais non, pour elle, c'était de la chaleur. Ça lui apportait une conversation. Et ils ont passé peut-être 2 mois chez elle pour une poignée de cerises. Alors, elle demandait à chaque fois, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, les petits, tout ça. C'était leur grand-mère. Mais ça a été un moment vraiment très sympa. Et cette séquence de 9 mois, c'est une séquence qui permet de sauver l'entreprise. On va dire les choses ça a fait un clairement. Grand bol d'air. Grand bol d'air. Mais aussi de gros investissements. Parce que par exemple, ça a été la surprise au dernier moment, c'est qu'un de mes collègues nous a planté la veille d'arrivée avec un engin. Et c'est un engin qu'on trouve pas comme ça sous le sabot d'un cheval. Non.
Et il a fallu que, c'était un dimanche, je rentrais à la maison, j'ai dit à ma femme, on prend la valise. J'ai regardé sur Internet, il y en avait 4 en Corrèze. J'ai fait la Corrèze, la Lozère, le Doubs aussi. Et j'ai acheté mon géant vert, c'est un gros porteur, c'est un truc qui fait 20 tonnes avec 8 roues pour sortir le bois. Voilà. D'accord. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Parce que normalement, c'était un collègue qui devait venir faire de la sous-traitance et qui m'a oublié au dernier moment. Parce qu'on a dit que bien évidemment il y avait des outils, des engins d'abattage des arbres. Il y a aussi des engins de levage, Alors lui, il fait de partie découpage. Voilà, lui il fait partie des engins de levage puisqu'il récupère le bois. Il a un gros panier derrière lui. C'est une bébête qui fait 20 tonnes et il met 20 tonnes de bois sur son dos. Voilà, et il passe dans des endroits très escarpés. Donc c'est un marché qui est très important, qui permet à l'entreprise de retrouver un souffle, je dirais pas un second souffle parce que il n'est déjà pas, ça n'est pas encore le temps, si j'ose dire, du second souffle. La période de réinvestissement dans du matériel s'est achevée, et puis tu te partages donc avec ton frère les clients de l'entreprise. Donc vous veillez évidemment à votre clientèle existante, mais vous prospectez et vous décidez de vous partager, on va dire, de vous répartir assez équitablement les clients. Lui, c'est la clientèle des particuliers et les travaux en rivière qui correspondent à sa formation d'ingénieur paysagiste. Et puis toi, tu t'occupes des grands comptes. Et c'est l'occasion, j'allais dire, d'expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices quels sont les grands comptes pour lesquels tu interviens. Eh ben, c'est des grandes maisons. RTE, SNCF, donc les grands comptes de l'énergie, du transport, les autoroutes aussi. Explique-nous pourquoi. Eh ben parce qu'elles se retrouvent propriétaires de milliers d'hectares de forêt, parce que autour, quand vous prenez une autoroute, vous regardez à droite et à gauche, il y a des arbres de partout. Oui. Les lignes électriques. L'électricité qui arrive dans nos maisons, dans nos appartements, c'est bien, mais c'est produit dans des centrales nucléaires, dans des lacs, dans nos régions par exemple, enfin avec des barrages. Mais pour arriver jusqu'en ville, elle traverse des forêts, des villes. Donc il faut entretenir dessous parce que si la végétation continue à pousser sous les lignes, ça fait des arcs. Et il y a des arcs électriques et il y a plus d'électricité. C'est-à-dire que si un arbre, il y a eu le cas, mais les gens s'en rendent pas compte parce qu'il y a un maillage électrique en Europe qui est fait que si une ligne tombe en panne, il y a un maillage qui fait que ça repart ailleurs et compagnie. Mais par exemple, au Seine-Noz, il y a eu un arbre qui est tombé sur une 400 000, c'est les plus grosses lignes qui existent en France, et qui a mis le noir pendant 15 minutes, l'Europe a été pendant 15 minutes dans le noir, indirectement, parce qu'il y avait pas, on est un des plus gros producteurs, la région Rhône-Alpes, oui, avec les centrales nucléaires et puis les barrages. On est un gros producteur et pendant 15 minutes, l'Europe était en manque d'électricité. Oui, parce qu'à partir des centrales nucléaires, notamment de la Drôme, je pense. Oui, tout à fait. Cadarache. Tricastin, ouais. Effectivement. On alimente, on exporte de l'énergie, nucléaire, de l'électricité, pour être tout à fait clair. Et puis les barrages aussi sont d'énormes producteurs. Les barrages, bien évidemment, et on en regorge en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment on travaille avec ces grands comptes? C'est facile. Quels sont tes interlocuteurs? Alors, les premiers interlocuteurs, c'est les acheteurs. Je connais leur nom et leur prénom par cœur depuis qu'on les côtoie, mais ils changent régulièrement puisque c'est un petit peu la règle du jeu pour pas qu'il y ait de copinage ou quoi que ce soit. Mais après, on a des gens, c'est très structuré. De toute façon, il y a des chargés. Enfin, c'est surtout à Lyon. Et après, il y a au niveau local où on travaille. Il y a le groupement d'Albertville. On le voit à la sortie d'Albertville quand on va en direction de Moutier. C'est là où il y a tous les départs qui vont sur Lyon, sur Grande-Île. Grande-Île, c'est Sainte-Hélène. Et après, ça va sur Lyon. Et on parle avec des hommes des bois. Et puis après, ça monte dans la hiérarchie. Et puis voilà, mais c'est compliqué des fois. Alors, c'est comme avec la SNCF ou l'autoroute. Oui. C'est le même cheminement. J'imagine. Tu parlais tout à l'heure de l'œuvre du temps qui est progressif, avec de la végétation qui s'installe petit à petit.
Et puis il y a aussi les très fortes intempéries, les orages qui peuvent causer des conséquences avec des arbres qui tombent en plein milieu d'une voie ferrée, d'une voirie. Et là, tu es appelé, j'imagine, en catastrophe. On est appelé toujours en urgence, de toute façon, dans ces cas-là. Donc, on a des marchés qui sont cadrés pour ça. Par exemple, avec Grand Lac, on a le marché d'urgence de tout ce qui est abattage et tout ça. Et ça a servi parce qu'en 2019, la veille ou l'avant-veille de Musilac, il y a eu comme une sorte de mini-cyclone. Et j'avais plus personne sous la main. Donc avec mon frère, on a été obligé de prendre un collègue et on s'est retrouvé à dégager pour que Musilac puisse se dérouler simplement. Voilà. On a remué aussi l'électricité, l'eau à Tresserve. Voilà, c'était des trucs sympas. Est-ce que tu peux nous dire, alors c'est une question que je pose comme ça de manière un peu naïve, si j'ose dire, hein, mais bon, puisqu'on parle de réchauffement climatique, je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'en contester l'existence. Est-ce que tu as cette vision, toi, en tant que professionnel ? Alors oui, on le voit énormément avec la maladie sur les arbres. Par exemple, tous les frênes. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Si on revient en arrière et qu'on écoute les anciens, il y a eu les ormes. Les ormes ont disparu totalement de la France et ils reviennent maintenant. On en retrouve des petits, ça recommence à pousser. En ce moment, c'est le scolite, par exemple, les sapins qui sont touchés, qui sont secs. C'est un champignon, c'est... Non, c'est un parasite. Un parasite. C'est un parasite qui vient sous l'écorce et qui fait sécher le sapin. D'accord. Quand vous regardez autour de vous dans les forêts, vous voyez des taches brunes, c'est des sapins qui sont secs. Et d'accord. Qui sont sains, qui sont exploitables, mais qui sont secs, qui auront plus de vie. Et il y a le frêne aussi qui est en train d'être touché par une maladie et qui est en train de dépérir dans toutes nos régions. Ça part du Jura et ça vient chez nous. D'accord. Les chenilles processionnaires aussi c'est plus urticant pour l'humain, mais pour les pins, c'est pas trop gênant, on va dire. C'est dégradant quand même pour les arbres. C'est pas joli en plus, c'est pas sympa, mais c'est surtout très allergisant. Oui, ça c'est sûr, effectivement. Mais bon, c'est pas là où elle. En tout cas, ce sont des phénomènes dont tu as le sentiment qu'ils se produisent ou reproduisent avec plus d'acuité aujourd'hui qu'hier, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a depuis 3 ans quand même des étés qui sont hors caniculaires, de manière et un arbre régulière. Il boit énormément. Sans eau, ça va pas. Et ils sont faibles. Et aussitôt qu'il y a une maladie, ils sont plus fragiles et ils sont cassants. Et voilà. Donc il faut les sortir, il faut les enlever. Il y a des grosses campagnes qui se font en ce moment dans les forêts, dans les Bauges, en Chartreuse, ou le long des lignes, puisque ces arbres sont très menaçants. Et les lignes sont aussi dans les dévers de nos montagnes. Et les gros arbres en dessus, ce sont les plus gros, les plus hauts. Et comme ils sont secs, ils risquent de tomber. Donc ils nous demandent d'intervenir pour ce genre de choses. Voilà. On était intervenu par exemple sur Chamonix pendant un moment pour une urgence parce que ils allaient faire un travail sur une ligne et il fallait refaire passer l'électricité, surtout de l'Aiguille du Midi, sur une autre ligne, mais qui avait été abandonnée. Donc, on a dû tout reprendre dessous. Ça a été une belle partie de plaisir. Pour conduire et puis pour entretenir également ces matériels extrêmement coûteux, extrêmement spécifiques, il faut avoir un certain nombre de qualités, j'imagine. On ne peut pas s'improviser bûcheron. Alors, j'emploie ce terme avec, j'allais dire volontiers, mais sans aucune connotation péjorative. Tout à fait. On parle des conducteurs des engins, donc. Alors mes salariés, ils sont un petit peu, je les compare un petit peu à des couteaux suisses. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont multitâches. C'est-à-dire qu'ils sont pas cantonnés, par exemple, à une tâche de bûcheron. Ils sont capables aussi de monter dans un tracteur. Alors il n'y a pas de formation particulière sur ces engins. Il n'y a pas de CACES. C'est une autorisation de conduite que le chef d'entreprise donne pour qu'il les utilise. Comme sur nos derniers investissements c'est la 4e fois qu'on la renouvelle, mais notre plus gros investissement, c'est une pelle araignée qu'on a eu depuis 2014, je crois. C'est la 4e qui est arrivée, la dernière, toute neuve. Et c'est quelque chose qui fait 15 tonnes, qui va dans des pentes très raide, qui a un câble qui permet d'intervenir en montagne notamment. Voilà, mais nous c'est une qui est là pour intervenir sous les lignes, pour éviter de la pénibilité à méga. D'accord.
et pour commencer à broyer tout ce qui est du taillis, alors qu'on devrait le faire manuellement. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des machines qui permettent de ne plus faire intervenir l'homme et qui, j'allais dire, leur épargnent. Voilà. Des tâches qui étaient auparavant extrêmement exténuantes, voire... C'est répétitif, éreintant, parce que voilà, faut reconnaître les choses, c'est très physique leur métier. Donc si on peut enlever cette partie-là d'effort et qui se cantonnent vraiment à faire ce qui est leur cœur de métier avec l'abattage, où ils font des exploits mais magnifiques, voilà, tout le monde est gagnant. Donc c'est j'allais dire un défi quotidien, dans le cadre tous les jours quand on voit les gars sur les chantiers. Alors déjà, il faut que les engins partent, voilà, et que les gars aussi veulent bien partir. Alors ça, c'est un aspect qui mérite 2 mots d'explication, parce que tu t'es improvisé, mais tu t'es formé comme mécano. Voilà, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que à force d'avoir du matériel, plus on grossit, plus on a des problèmes et plus on dépend des autres. Alors on a des gens qui interviennent, on a des mécanos, puisque les fabricants interviennent, mais des fois ils ne peuvent pas intervenir. Donc celui qui s'y colle la plupart du temps, c'est Bibi Fricotin. D'accord. Voilà. Donc je me suis improvisé. Alors je regrette par exemple d'avoir été un gros cancre en 3e en cours de physique, avec les cours d'électricité, les voltages, les ohms. Voilà, ce genre de choses, parce que voilà, c'est le genre de choses qui maintenant en électronique me servent. Ouais, bien sûr. Donc il a fallu reprendre un petit peu. Mais je fais de la mécanique, c'est un petit peu distrayant, ça change du bureau, ça change aussi du terrain, et puis c'est valorisant, je trouve. Et puis ça te permet d'être vraiment dans la collectivité de travail. J'allais dire, tu es un employeur qui œuvre au quotidien avec tes collaborateurs. Je vois pas l'entreprise comme une entreprise, on y voit plus comme une famille. Nous. Voilà. Alors c'est vrai que des fois la famille, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà, ça parle fort, on s'aime bien, mais voilà, ça reste quelque chose de très simple. Alors c'est un métier qui est formidable parce que dans les forêts, forcément il y a beaucoup d'animaux. Oui. Il y a de la faune, de la flore exceptionnelle. Tu m'as dit avoir croisé évidemment des biches, ça. Les biches, les cerfs. Des cerfs, des loups. Oui, un loup en Maurienne qui a traversé devant moi à 6h du matin, mais tranquillement. Il a sauté d'un coup le long du chemin. C'est assez impressionnant. Un aigle royal. Ah ouais, qui m'attendait parce que j'amenais du GNR, l'appel araignée au sommet d'Albertville. Et il était à la place où je devais attendre mon salarié. Et il était majestueux, droit, et il a attendu que je me gare gentiment. Voilà. Et puis parfois des animaux un petit peu plus inamicaux. Rampants. Voilà. Des serpents. C'est surtout la phobie de mon frère. Ça. D'accord. Moi, je me suis un petit peu habitué. Alors, on a aussi des grands joueurs à l'entreprise, comme ils savent que mon frère a eu une sainte horreur des vipères et couleuvres. Et les couleuvres sont très longues et très grosses. Il les ramène avec plaisir au bureau. D'accord. Et les met sous sa chaise. Je vous rassure, il est très souple dans ces cas-là et il monte au bureau très vite. Le temps passe très très vite. On arrive bientôt au crépuscule de cette émission. Il y a un point extrêmement important que je voulais aborder avec toi parce que cela va permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de comprendre la difficulté dans laquelle ton activité s'inscrit. Tu es amené à répondre à des besoins parfois, voire la plupart du temps, d'urgence. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas développer ton activité pendant toute l'année civile. Loin de là. Pour résumer, mais tu vas nous en dire plus dans un instant, tu ne peux travailler au regard des nouvelles normes environnementales qu'un peu plus de 7 mois par an. Voilà. Alors explique-nous. Alors c'est une loi c'est tout simple, c'est que la loi française, cher maître, vous savez qu'elle peut être interprétée chaque mot à son importance, chaque virgule. C'est une loi européenne qui était de 2003, qui a été promulguée, c'est-à-dire signée en France en 2023. Donc une directive qui a été transcrite dans le droit, dans la Constitution et dans la loi. Et qui était vouée au départ au monde agricole pour éviter que les agriculteurs détruisent les haies pour démembrer, pour regrouper des parcelles. D'accord. Et ça a été généralisé au monde de la forêt. Voilà. Et en 2023,
en avril 2023, ils ont mis en place en disant du 15 mai au 16 août, interdiction de faire du broyage mécanique pendant cette période, qui est la période de nidification. Le premier oiseau qui pond jusqu'au dernier. Donc pour protéger les volatiles et la reproduction des volatiles, pour être encore plus précis. Voilà, tout à fait. D'accord. Parce que dans une nichée, la première couvée, on va dire, d'oiseaux est croquée. Par qui? Le premier prédateur de l'oiseau, c'est le chat. C'est vos chats. Oui. Voilà. Parce qu'ils adorent les petits oisillons. Oui. Mais ça, on porte pas plainte contre eux. Non. Voilà. Et nous, on nous interdit de travailler, donc il faut arriver à trouver des astuces pour continuer, parce que je peux pas perdre mes gars. Oui, bien sûr. C'est eux l'entreprise. Et puis tes salariés, tu les emploies de toute façon en contrat à durée indéterminée. Voilà. Ils sont tous en TDI. Et donc ils sont rémunérés sur 12 mois, évidemment. Et en plus, je ne peux bénéficier d'aucune aide. C'est-à-dire que... En particulier, aucune activité partielle. Aucune. Pour parler technique. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité de solliciter une aide étatique de l'administration du travail parce que tu es empêché de travailler pendant cette période. En réalité, c'est pas des difficultés économiques à proprement parler, c'est juste une réglementation, mais c'est juste, entre guillemets, qui t'interdit de travailler, diligenter tes prestations. D'accord. Et je rebondis juste sur une petite chose. En 2020, il y a eu la Covid. Et tout le monde a été confiné. Oui. La France entière a été confinée. Oui, on s'en souvient bien, c'était il y a 5 ans. Mais... Je me rappelle le premier jour du confinement, on s'est tous retrouvés à l'entreprise. Et de toute façon, on recevait un coup de téléphone, c'était de RTE, qui demandait, c'était la direction de RTE qui nous appelait, qui appelait toutes les entreprises de débroussaillage de toute la France en leur demandant quelle était la position de leurs salariés et la leur. Et nous, mes gars, ils voulaient travailler, ils voulaient pas rester à la maison et être confinés. Donc, on a été réquisitionnés. On a été réquisitionnés pendant 1 année. On avait un laissez-passer national. C'est-à-dire qu'on avait sur nos pare-brises une réquisition signée par le grand patron de RTE. Et on pouvait se déplacer partout où il y avait des lignes. Ça a été 1 année. Alors, c'est vrai que vous l'avez subi, mais nous, on l'a vécu. Voilà. Et on a permis, en fait, le seul souci de RTE, de RTE et de l'État, c'était qu'il y ait un arbre, par exemple, un problème électrique, une ligne qui flanche, et que la France entière se retrouve dans le noir. Là, je pense qu'il y aurait eu du monde dans les rues, parce qu'il y avait plus de télé, plus d'internet, il y avait plus rien. Donc, on a été réquisitionnés et on a passé, l'année 2020 était une très belle année. Voilà. D'accord. Il y a un point pour, achever cette émission, encore 2-3 minutes devant nous, mais il y a un point sur lequel tu as insisté et je pense qu'il est important d'y revenir. C'est vrai que l'image de ton entreprise et l'image plus généralement de ton secteur d'activité, qui est pas très connu auprès du grand public, quel est le nombre d'ailleurs approximatif dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de prestataires de ton de notre ordre, on est à peu près une dizaine d'entreprises. Une dizaine, ce qui est très peu. Très peu, voilà. Il y a aucun syndicat, il y a aucune fédération. Ouais. On est indépendants chacun. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est... Et vous relevez du monde agricole et notamment de la mutualité sociale agricole. Tout à fait. Voilà. C'est pas la CPRM, c'est la MSA qui est la CPRM des ouvriers et des employés agricoles. Le point sur lequel tu souhaites insister, et je pense que c'est effectivement fondamental, c'est que tu n'es pas un destructeur de la nature. Les gens nous voient comme, comme un destructeur de la nature. C'est pas le cas. On est tu emploies un terme. Voilà, le véritable terme, on est des esserteurs. Voilà. Des esserteurs, c'est des gens qui entretiennent la nature. Et puis, il faut être logique. Les gens qui nous voient arriver, c'est vrai que notre travail se voit immédiatement. C'est-à-dire que quand on arrive dans une friche qui a été à l'abandon, ça ressemble à rien du tout. Aussitôt qu'un engin commence à passer, ça se voit tout de suite. Alors qu'un immeuble qui se construit, on voit l'évoluer, mais il faut 1 année, voire plus, pour voir que ça se construit. Moi, au bout d'1 heure, on voit tout de suite le résultat. Et les gens nous voient comme un destructeur, mais on n'est pas un destructeur, on entretient. Y compris une forêt, elle a besoin de respirer. Il faut un arbre, il a une durée de vie. Et tous ces arbres qui sont malades, il faut les enlever. C'est des problèmes pour les gens qui vont aller se promener en montagne. Si on arrive à la saison des champignons, ça peut être des drames de tout ordre. Donc il faut faire attention à tout et
on n'est pas des méchants. Un mot pour finir, c'est un aspect plus écologique, sociétal qu'économique, encore que ça a de lourdes conséquences économiques. Ta vision des feux de forêt, les feux de forêt qu'on a connus notamment cet été. Dans les Landes, on peut revenir il y a 2 ans. Dans les Landes, il y a 2 ans, et dans l'Aude, entre Carcassonne et Narbonne. Tout à fait. Alors, pour la petite anecdote aussi, dans le Jura, on nous a demandé d'intervenir pour des pare-feux. C'est-à-dire que nos engins, on est capable de faire des cloisonnements, c'est-à-dire des mosaïques dans les forêts pour éviter que le feu se propage. Ça a été interdit parce que le préfet les préfets veulent pas se mouiller. Il y a même un sénateur dans les Landes qui a refusé que les broyeurs passent parce que c'était en face de sa maison. Par contre, quand les forêts des Landes sont parties, c'est pas lui qui a payé. D'accord? Ce qui s'est passé dans l'autre, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est de la friche qui a été abandonnée et qui a brûlé. Où ça a pas brûlé, c'est où il y avait de la vigne. Mais ils ont arraché toute la vigne. Voilà. Et on se retrouve avec des feux qui sont incontrôlables. Meurtriers. Bon. Éric, je te remercie de nous avoir accompagnés pour cette deuxième livrée seconde, plus exactement du Grand Bain de l'Éco. Je te souhaite bon vent dans ton activité avec tes collaborateurs et je vous donne rendez-vous en ce qui nous concerne le jeudi 2 octobre pour la suite de nos aventures sur Radio Grand Lac dans le Grand Bain de l'Éco. À très vite. Radio Grand Lac.